Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je voudrais que nous sommes en procès pénal. Autant vaut l'écrit, autant vaut l'oralité. D'ailleurs, le procès pénal... S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de répondre au tribunal. C'est pourquoi j'ai dit de l'apprécier ensemble. Le tribunal, ce n'est pas une décision que le tribunal a prise. J'ai dit, c'est pourquoi j'ai terminé par ça. Je dis apprécions ensemble. Donc vous n'avez pas besoin de... Le tribunal même l'a dit, les débats sont oraux en matière pénale, on le sait. Voilà, ça nous le savons déjà. Donc c'est pourquoi j'ai dit apprécions ensemble. Donc vous n'avez pas besoin vraiment de revenir encore sur ça pour le dire, on le sait déjà. Vous pouvez continuer directement. Monsieur le Président, je ne faisais que apprécier aussi, comme vous le faites. Je voudrais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous dire que nous sommes à plus d'1 an et demi depuis l'ouverture de ces procès. Et que c'est seulement courant mars que les partis civils, Mamadou, Bopo, Ba et autres, et la semaine surpassée, le ministère public sollicite dans ces procès ce qu'ils appellent réqualification. Nous, la question que nous nous posons, la défense du commandant Aboubakar Diakité Ditumba à cette phase est celle de savoir est-ce que cette demande, c'est la toute première fois qu'elle se pose, qu'elle est présentée dans cette affaire, ou bien il s'agit d'une demande qui a déjà été présentée dans le cadre de cette affaire et qui a été examinée et qui a été définitivement jugée. Monsieur le Président, pour rappel, nous disons que ce n'est pas un débat nouveau et pour pouvoir vous permettre de rejeter cette demande de réqualification présentée à la fois par une partie des partis civils et le ministère public, nous vous proposons ce qui suit. Nous vous apportons 4 moyens. Et ces moyens-là, nous les considérons être des moyens imparables, infranchissables. En tout cas, légalement parlant, juridiquement parlant. Le premier moyen que nous allons développer porte sur la chose jugée attachée à la question des qualifications posée à la fois par une partie des partis civils et le ministère public. En deuxième lieu, nous aborderons votre saisine, le rejet de cette demande tenant en ce que les faits pour lesquels la réqualification est sollicitée, ces faits-là ne font pas partie de votre acte de saisine. Non. Troisième élément que nous développerons et qui a été déjà développé, et puisque la répétition a une vertu, c'est qu'elle est pédagogique. Donc nous parlerons de l'absence de l'élément légal. Et nous terminerons par parler du 4e élément qui porte sur la non-rétroactivité. Monsieur le Président, par rapport au premier élément, la chose jugée qui s'attache à la question de réqualification,
nous voudrions rappeler qu'il existe au dossier de la procédure le réquisitoire introductif en date du 2 février 2010, pris par Monsieur le procureur général d'alors. Vous avez au dossier de la procédure le réquisitoire supplétif en date du 19 juin 2015, pris par Monsieur le procureur Sidi Suleiman Ndiaye, le prédécesseur de l'actuel procureur. Vous avez également des réquisitions qui ont été prises, et il s'agit des réquisitions définitives. Des réquisitions définitives qui étaient tellement définitives qu'elles ont fini par donner leur nom à l'ordonnance de renvoi. Parce que ces réquisitions définitives sont intitulées réquisitions définitives de réqualification, des renvois de la procédure de l'état des pièces devant le tribunal criminel. Et, Monsieur le Président, vous avez enfin l'ordonnance de renvoi numéro 07 du 29 décembre 2017. Monsieur le Président, le réquisitoire introductif en date du 2 février 2010, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui émanait de Monsieur le procureur général, à travers ces réquisitoires, Monsieur le procureur général a saisi un pool des juges d'instruction à l'effet d'ouvrir une information judiciaire contre M. Aboubacar Diakité Ditumba et autres pour des faits ci-après. Des faits de présomption grave d'assassinat, meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, vol en main armée, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, détention arbitraire, non-assistance à personne en danger, enlèvement, séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur et complicité, toute autre infraction que l'information fera connaître. Monsieur le Président, ainsi une information judiciaire a été ouverte. Mais au cours de l'information, il y a des parties civiles qui ont eu à présenter des observations à travers un collectif d'avocats. Des observations contenues dans leur demande d'acte en date du 20 novembre 2012. Et Monsieur le procureur de la République, au vu de ces observations, il a jugé nécessaire, lorsque le dossier de la procédure lui a été communiqué par le pool des juges d'instruction avec les dites observations, il s'est dit qu'il était nécessaire de demander à ce que l'information soit étendue aux faits des responsabilités de commandement des chefs militaires. Et dans son réquisitoire supplétif, le réquisitoire supplétif qu'il a eu à prendre, Monsieur le procureur d'alors a invoqué les motifs suivants. Et je reviens sur ces motifs parce que c'est important. C'est pour dire que ces faits-là, sur lesquels les autres demandent la réqualification, ces faits, Monsieur le Président, là, ont déjà été proposés au pool des juges d'instruction. Il a motivé son réquisitoire supplétif en ces termes. Attendu que dans la demande d'acte du 20 novembre 2012, le collectif des avocats des victimes des infractions commises au stade du 28 septembre en 2009
ont présenté des observations pertinentes contre le comportement de certaines personnalités de l'époque du Conseil national pour la démocratie et le développement dont les agissements pourraient relever de l'infraction des responsabilités de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Que la dite infraction est prévue par les dispositions de l'article 28 du statut de Rome de la Cour pénale internationale ratifié par la République de Guinée le 14 juillet 2003. Qu'il ressort à cet égard des pièces de l'information et des observations de la Commission internationale des Nations Unies sur les événements précités que des forces de l'ordre et forces militaires importantes ont été déployées au stade du 28 septembre et auraient participé aux infractions actuellement poursuivies. Que préalablement à leurs interventions au stade du 28 septembre, les réunions se seraient tenues pour décider des modalités de leur présence et de leur mission sur les lieux. Que préalablement à leurs interventions au stade du 28 septembre, des réunions se seraient tenues pour décider des modalités de leur présence et de leur mission sur les lieux. Que toutes ces mesures pourraient n'avoir été prises ou ordonnées que par des chefs militaires ou des personnes faisant effectivement fonction des chefs militaires. Qu'aux surprises, ceux-ci savaient ou auraient dû savoir que la présence de pareilles forces de l'ordre ou forces militaires au stade du 28 septembre engendrerait des troubles d'une gravité extrême contre des personnes et des biens. Qu'en conséquence, il y a lieu de requérir d'informer du chef d'infraction de la responsabilité du commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques des forces de l'ordre et des forces militaires présentes au stade du 28 septembre lors des manifestations des populations d'une part et de procéder à l'inculpation de toute personne que l'instruction fera connaître et ordonner son placement en détention provisoire d'autre part. Monsieur le Président, ce sont là les termes contenus dans le réquisitoire supplétif et lequel réquisitoire supplétif alors a débouché sur l'extension de l'inculpation au fait des responsabilités des commandements. Mais à l'issue de l'information, lorsque le dossier de la procédure lui a été communiqué pour présenter ses réquisitions définitives, le même ministère public, Monsieur le Président, est revenu sur ces réquisitions, sur ce qu'il avait eu à développer. Et il a présenté des réquisitions définitives dans lesquelles il a demandé la requalification des mêmes faits. Et Monsieur le procureur a eu à développer ce qui suit dans ces réquisitions définitives. Sur la requalification de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques de l'article 197 du Code pénal en complicité de l'article 19 du même Code. Attendu que le 8 février 2010, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a entrepris un réquisitoire introductif de l'instance pénale en indiquant des présomptions graves de faits d'assassinat, meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, détention illégale des matériels de guerre de première catégorie, coups et blessures volontaires, outrage à agents des forces publiques, torture, détention arbitraire, non-assistance à personne en danger, enlèvement, séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur et complicité et toute autre infraction que l'information fera connaître. Qu'à la suite du réquisitoire supplétif,
en date du 19 juin 2015 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, Moussa Dadis Camara et Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba ont été inculpés pour responsabilité du commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Que l'article 198 a disposé une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre commises par les subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif. Dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis, ou encore il n'a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, est également considéré comme auteur d'un crime visé par le présent chapitre, commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction du chef militaire qui savait que les subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables ou en référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Que les dispositions de l'article 194 du Code pénal visant les complices et les co-auteurs renvoient certainement à un mode de complicité spécifique aux infractions de génocide et de crimes contre l'humanité émanant du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Que le dit article n'a-t-il pas expressément créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 195 du Code pénal. Qu'il y a lieu dès lors de souligner que l'article 197 ne saurait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial de poursuite du 8 février 2010 a uniquement visé des infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192 et 195. Que les comportements antisociaux répréhensibles mis à la charge de Moussa Dadis Camara et Aboubakar Sidiki Diakité tombent tout normalement dans les considérations de l'article 19 du Code pénal qui dispose ainsi qu'il suit. Donc, Monsieur le Président et Monsieur le Procureur, pour terminer, a tiré comme conséquence ce qui suit, il a requis la requalification de la responsabilité de commandement des chefs militaires et hauts supérieurs hiérarchiques de l'article 198 du Code pénal en complicité tel que prévu et puni par l'article 19 du même Code. Monsieur le Président, comme vous le voyez, c'est en faisant droit à ces réquisitions de Monsieur le Procureur de la République que le pool des juges d'instruction a entrepris l'ordonnance de requalification des non-lieux partiels et des renvois qui vous saisit. Et dans cette ordonnance, vous vous rendrez compte que sur la même question de requalification, les juges d'instruction ont eu à retenir qu'ils ne pouvaient pas retenir cette qualification pour des motifs précis, parce que ces juges ont relevé que l'article 197
n'a été que récemment transposé, les dispositions, disons, de l'article 28 du traité de Rome n'ont été que récemment transposées à l'article 97 du nouveau code, et que les infractions qu'il entendait poursuivre du chef des crimes contre l'humanité, alors que ces infractions-là ne pouvaient recevoir des qualités 2018. En plus, il y a une autre partie civile qui a relevé appel par l'organe de son conseil, M. Selou Diallo, par l'organe de son conseil, Maître Alseni Aïssata, à travers l'acte d'appel numéro 11 du 10 janvier 2018. Vous avez également un acte d'appel versé au dossier de la procédure. Il s'agit de l'acte d'appel numéro 014 du 10 janvier 2018 de Maître Jean-Moussa Souvouki, mon confrère, qui appartient à la défense dans cette affaire. Ce sont les seuls recours qui ont été exercés. Le ministère public n'a pas exercé de recours. Les parties civiles qui sont à l'origine des observations qui ont été suivies dans un premier temps par monsieur le procureur, mais qui par la suite est revenu sur son réquisitoire supplétif à travers des réquisitions. Monsieur le Président, lui, n'a pas relevé appel. Alors, le dossier a été transmis à la Cour d'appel et dans les énonciations du même arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, vous relèverez que le parquet général a exprimé toute son opposition face à la remise en question de la décision de requalification. Alors, le parquet a eu à présenter comme argument ce qui suit. Contrairement aux avocats des parties civiles, bien qu'elle ait été ratifiée, la Convention de Rome, la Guinée ne saurait l'appliquer stricto sensus, car celle-ci ne prévoit pas de pénalité. C'est que, dit-il, la Guinée a internalisé et la requalification appliquée par le pool des juges d'instruction sied en la matière. Donc, le procureur général a eu à suivre à la lettre les réquisitions du parquet d'instance et a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions en ce qui concerne la question de requalification. Et c'est ce qui fut fait. Et ce qui est important pour ce qui est de cet arrêt numéro 23 du 18 mai 2018, rendu par la deuxième chambre relativement à cette question de requalification, ce sont ces motivations. Ces motivations qui rappellent les principes des droits, lesquels principes ne pouvaient pas permettre que les faits de crimes contre l'humanité, les faits de responsabilité pénale des commandements des chefs militaires puissent être susceptibles d'une quelconque poursuite. Alors, ces hauts magistrats ont eu à rappeler ce qui suit. La qualification des faits par le juge est une considération du principe de l'égalité, tel qu'il est notamment défini aux articles 3 à 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination, avec la conséquence qu'il faut donc que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Alors, et sur la base de ces considérations, tenant compte du principe de la légalité des délits et des peines, le principe de la légalité criminelle que nous avons tous appris en deuxième année de droit, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a confirmé en toutes ces dispositions l'ordonnance
portant requalification des faits. Et toujours insatisfaite, les mêmes parties civiles se sont pourvues en cassation devant la Cour suprême contre cet arrêt confirmatif de la deuxième chambre. Et comme moyen de cassation invoqué par ces parties civiles, et ces parties civiles ont eu à soutenir que les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre, que ces crimes, et le 28 septembre et les jours suivants, que ces crimes constituent, il y aurait des crimes contre l'humanité et non des crimes ordinaires. Et que le fait de la part de la Chambre de contrôle de l'instruction de ne les avoir pas suivis, que cela serait une violation des articles 194 et 195. Mais, Monsieur le Président, la Cour suprême, la plus haute instance juridictionnelle de notre pays, et statuant sur ces moyens, a eu à relever ce qui suit. Considérant que les crimes commis au stade en 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98-036 et 037 du 31 décembre 1998, toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. Mais considérant que les moyens, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L2016-059 portant code pénal en ses articles 194 et 195. Qu'au moment des faits, la dite loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne. Monsieur le Président, les hauts magistrats retiennent que cette loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne. Comment peut-on appliquer une loi qui n'existait pas dans la législation au moment des faits prétendument répréhensibles? Et comme conséquence, le moyen a été rejeté. Monsieur le Président, vous comprendrez donc que la question des requalifications, comme je le disais tantôt, elle a été définitivement, mais irrévocablement tranchée par la Cour suprême. La Cour suprême, elle a décidé, et sa décision sur cette question a acquis l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, en ce sens que le ministère public n'a exercé aucun recours contre la requalification. C'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui était à l'origine de la qualification des faits en responsabilité du commandement militaire, des chefs militaires. C'est encore lui qui est à l'origine de la requalification. Monsieur le Président, allons-nous continuer à suivre le ministère public dans ses demandes et redemandes? Est-ce que c'est comme ça qu'un procès évolue? Non, Monsieur le Président. Il y a un temps pour soumettre une demande à une juridiction. Il y a un temps où on ne peut plus porter la même demande devant la juridiction. C'est ce que tous les juristes appellent la chose jugée. La règle, ne bis idem, jamais deux fois la même chose. On ne peut pas juger deux fois la même chose. Est-ce que cette question a été jugée? Elle a été jugée, Monsieur le Président. Le ministère public, c'est lui qui est à l'origine de cela. Il ne peut plus refaire, il ne peut plus vous amener à revenir sur ce qui a été déjà requalifié. Ce n'est plus possible, juridiquement parlant, légitimement parlant. Ce n'est plus possible. Est-ce que les partis civils, Mamadou Boboba et autres, qui sont à l'origine du réquisitoire supplétif, qui sont à l'origine de l'appel interjeté devant la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, qui se sont pourvus en cassation, qui ont été déboutés sur toute la ligne, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,
ces partis civils peuvent-elles revenir ici pour vous demander ce qui a été perdu, ou bien doit-on continuer éternellement à juger la même chose? J'ai dit non, Monsieur le Président. Le procès pénal, ou comme tout procès d'ailleurs, Monsieur le Président, il y a un moment où il doit s'arrêter. Lorsqu'une chose a été jugée, lorsqu'une question a fait l'objet d'une décision de justice définitive, parce que cette décision de justice, soit contre cette décision de justice, aucune voie de recours n'a été exercée, ou contre cette décision de justice, toutes les voies de recours ont été épuisées, le ministère public n'a pas exercé des recours. Les partis civils ont exercé toutes les voies de recours. Monsieur le Président, peut-on venir remettre cela à débat? Nous disions non, ce n'est pas possible. En tout cas, légalement parlant, ce n'est pas possible. La chose jugée s'y oppose, nous l'avons tous apprise, et cette chose jugée ne vous permet pas de revenir sur cette question de requalification. C'est un moyen infranchissable, c'est un moyen imparable. Que force reste à la loi. Le ministère public a fait état de l'article 405 en disant que, en tant que parti principal, qu'il peut prendre toute réquisition et que vous êtes obligé de statuer. Oui, nous sommes d'accord avec le ministère public. Le ministère public est la partie principale. Mais ce que le ministère public ne vous dit pas, il doit prendre des réquisitions conformément à la loi. On dit des réquisitions au nom de la loi, mais pas en violation de la loi, Monsieur le Président. Et comme vous le voyez, ces premiers moyens qui nous paraît infranchissable, qui nous paraît, Monsieur le Président, imparable, mérite d'être accueilli dans ces dossiers. Si par extraordinaire, ce qui nous surprendrait, Monsieur le Président, il vous arrivait de ne pas retenir ces moyens, la question des droits qui se pose est de savoir, est-ce qu'un juge, je vais parler plus précisément d'une juridiction de jugement, je vais parler de votre formation. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie des faits précis, des faits qui ne font pas partie, des faits qui ne relèvent pas de sa saisine, est-ce que cette juridiction est-elle habilitée à examiner la question de qualification ou de requalification de ces faits extérieurs à son acte de saisine? C'est le cas dans cette affaire. C'est pourquoi à présent, nous abordons notre deuxième moyen, le rejet de la requalification des faits sollicités par une partie des parties civiles et requises par le ministère public en raison de ce que ces faits ne font pas partie de l'acte de saisine de ce tribunal criminel. Monsieur le Président, je rappelle qu'à la lecture de l'ordonnance de renvoi, il ressort clairement que les accusés n'ont été renvoyés ici que pour des infractions des droits communs. Des infractions des droits communs. Pour des faits d'assassinat, pour des faits de meurtre, pour des faits de viol, pour des faits d'incendie volontaire, pour des faits de pillage, pour des faits de coups et blessures, pour des faits de non-assistance à personne en danger. Et jamais, au plus grand jamais, pour des faits de crimes contre l'humanité.
jamais, au plus grand jamais, pour des faits de commandement, des responsabilités de commandement des chefs militaires. Pour preuve, Monsieur le Président, pour preuve, il suffit de se référer au dispositif de cette ordonnance de renvoi. Dans le dispositif, il n'est question que de ces infractions. Nulle part des faits de crimes contre l'humanité, nulle part des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires. Monsieur le Président, pour preuve, à la première audience, comme la loi l'exige, vous avez posé ici l'inculpation. Vous avez demandé à M. Aboubacar Diakité Ditumba, et comme tout autre, s'il reconnaissait ces faits-là indiqués dans l'ordonnance de renvoi, qui est votre acte de saisine. Vous n'avez jamais notifié le primitif en fait foi, les vidéos en font foi. Vous n'avez jamais notifié à un quelconque accusé des faits de crimes contre l'humanité. Vous n'avez jamais notifié à un quelconque accusé des faits de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires. C'est parce que, tout simplement, vous n'êtes pas saisi de ces faits. Monsieur le Président, le ministère public m'inspire à cet instant précis. Parce que dans ses réquisitions, il soutient ceci. En procédure pénale, pour requalifier un fait sous sa plus haute acception pénale, la juridiction des jugements doit nécessairement prendre en considération des circonstances des faits qui figurent au dossier, même si elles ne sont pas énoncées dans l'acte de saisine de la juridiction. Monsieur le Président, le ministère public voudrait que vous vous intéressiez à des faits qui ne sont pas visés dans l'acte de saisine. Est-ce que cela est conforme au droit? Mais c'est non. Une juridiction de jugement est saisie, une rème et une personne n'est saisie que des faits contenus dans l'acte de sa saisine. Et ne peut juger que les personnes renvoyées devant elle. Monsieur le Président, un juge ne se saisit pas, il est saisi. Ça, c'est une évidence. Que le ministère public vous demande de requalifier des faits dont vous n'êtes pas saisi. Est-ce que cela est possible? Nous disons non. Parce que, Monsieur le Président, un juge doit être saisi et ne peut statuer que sur ce dont il est saisi. Et rien que cela. Nous, on vous demande d'étendre votre saisine à des faits pour lesquels vous n'êtes pas saisi. Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et à une seule condition, à une seule exception, une juridiction de jugement ne peut se saisir que des infractions qui ont été commises à l'audience. En tout cas, c'est ce que le Code de procédure pénale prévoit. Ça, c'est une exception, la saisine d'office. Mais en dehors des infractions commises à l'audience publique, vous ne pouvez pas vous saisir des faits sur la base desquels le ministère public vous demande la requalification. Ce n'est pas possible. Et il ne suffit pas que le ministère public vous saisisse des faits à travers des réquisitions et qu'il vous demande de les requalifier, comme si ces réquisitions constitueraient un acte de saisine. Non, Monsieur le Président, les réquisitions du ministère public
ne constitue pas un acte de saisine. Monsieur le Président, vous comprendrez que la requalification requise par le ministère public et sollicitée par les parties civiles, Mamadou Bobo, Barry et autres, relativement à des faits hors saisine du tribunal criminel de Sion, mérite d'être rejeté. Monsieur le Président, j'ai continué. Je me demande, à supposer même ce qui est loin d'être le cas, comme je viens de le démontrer, Monsieur le Président, à supposer même que ces faits-là fassent partie de votre acte de saisine, fondent votre saisine. Il n'en demeure pas moins que ces faits ne peuvent pas recevoir des qualifications pénales. La qualification, c'est l'appellation légale. C'est l'appellation que le législateur a donnée à des infractions. Mais si le fait délictueux ne constitue même pas une infraction, est-ce que ce fait peut recevoir une qualification? Nous disons non. C'est pourquoi, en troisième lieu, nous aborderons la question de l'absence de l'élément légal, Monsieur le Président. Vous savez très bien qu'en droit pénal, aucun acte ne peut tomber sous le coup de la loi pénale que s'il est établi qu'au moment de sa commission, il était prévu et puni par un texte de loi. Si il est établi, il était prévu et puni par un texte de loi au moment de sa commission. Mes éminents confrères vous ont rappelé les dispositions de notre code de procédure pénale qui prévoit clairement qu'une infraction doit être définie par la loi dans ses éléments constitutifs. Monsieur le Président, quelle est la loi dont on a fait état ici, qui prévoyait à la date du 28 septembre 2009 les faits des crimes contre l'humanité, les faits de responsabilité pénale de commandement comme étant des infractions? Quel est ce texte de loi? Il n'existe pas, Monsieur le Président. Or, vous savez, qu'en droit pénal, il est des principes que nul criminel nul apprenant sine lege, Monsieur le Président. Pas d'infraction, pas de sanction, sans texte de loi applicable. Peut-on demander la requalification des faits qui, au moment de leur commission, n'étaient nullement prévus et punis par une quelconque loi nationale? Loi nationale, j'y reviendrai. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, le principe de la légalité des délits et des peines qui constitue une garantie de sécurité contre l'arbitraire vous interdit, Monsieur le Président, d'accepter une quelconque qualification sur le fondement des faits qui, au moment de leur commission, n'étaient pas conçus d'infraction à la loi pénale guinéenne. Il s'agit de cela. Mais, Monsieur le Président, ce qui est intéressant dans ce dossier, on vous parle du traité de Rome. On vous dit non, le traité de Rome prévoyait ces infractions.
Mais, Monsieur le Président, je voudrais que vous preniez même le réquisitoire supplétif de Monsieur le procureur de la République. D'alors, il a visé l'article 28 du traité de Rome. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'en ce moment, il y avait une loi en République de Guinée qui permettait la répression de cette infraction? Vous savez, c'est bien de ratifier un traité. Et les partis civils de l'autre côté nous ont servi de conclusions par rapport à cette question de ratification. Mais ce que les partis civils n'ont pas compris relativement à cette question de ratification, c'est que la ratification ne suffit pas. Pour qu'une convention, pour que la convention ratifiée, le traité ratifié, reçoive application. Reçoive application sur le territoire national. Monsieur le Président, la question de la répression des infractions pose et a toujours posé la question de souveraineté des États. Les États sont jaloux de leur souveraineté. Aucun État n'acceptera d'appliquer sur son territoire national une convention, quelle qu'elle soit, tant que cette convention, Monsieur le Président, n'est pas intégrée dans sa loi nationale. Cela d'ailleurs s'explique par le principe de territorialité de la loi pénale. Seules les juridictions nationales sont compétentes conformément à la loi nationale, Monsieur le Président, pour juger les infractions commises sur le territoire national. On vous parle du traité de Rome. Mais ce qu'ils oublient, quand vous prenez l'article 28 de ce traité, les articles 7 et les articles 77, c'est vrai, ce traité prévoit des faits de crimes contre l'humanité. C'est vrai, ce traité prévoit la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires. C'est vrai, ce traité prévoit des peines. Mais, Monsieur le Président, ce qui est intéressant, en ce qui concerne ces peines, l'article 77 du même traité est clair, exclut toute compétence à une juridiction nationale pour leur application. Et l'article 77 dit ceci: sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent traité une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans ou plus, une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. Donc, ça veut dire que lorsque vous prenez le traité qui prévoit des incriminations, qui prévoit des sanctions applicables, vous ne pouvez pas appliquer ces incriminations, vous ne pouvez pas statuer sur ces incriminations, vous ne pouvez pas appliquer les sanctions applicables à ces incriminations, tant que ce n'est pas traduit dans la loi pénale, dans la loi nationale, sans que notre législation, Monsieur le Président, n'intègre pas le traité. C'est là aussi simple. Et vous verrez que le code, le traité, disons, est clair. Le traité reconnaît la compétence de ces infractions, la possibilité de prononcer ces peines exclusivement à la Cour pénale internationale. Comment peut-on vous demander d'appliquer ces traités? Vous n'êtes pas la Cour pénale internationale. Vous êtes heureusement une juridiction nationale. Monsieur le Président,
et vous devez vous prononcer par rapport à nos textes de loi. Monsieur le Président, la partie civile a commencé un raisonnement. Elle aurait dû poursuivre ce raisonnement, mais elle s'est arrêtée à mi-chemin. Parce que la partie civile a fait état de la Constitution du 23 décembre 1990. La partie civile a fait également état de la Constitution également de la Constitution du 7 mai 2010. Et elle a eu à rappeler les dispositions des articles 79 que ces constitutions prévoient que lorsqu'un traité est ratifié, que le traité a dès sa publication une autorité supérieure à celle des lois. Tout le monde le sait, ça c'est un b.a.-ba. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais Monsieur le Président, pourquoi j'ai dit que la partie civile n'a pas poursuivi son raisonnement? Et pourquoi la partie civile, en parlant de cette constitution du 23 décembre 1990, ne vous a pas fait état des dispositions de l'article 59 de la même constitution? L'article 59 de la même constitution, Monsieur le Président, dispose ainsi qu'il suit. Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée nationale vote seule la loi. L'Assemblée nationale vote seule la loi. Et la loi ne peut disposer que pour l'avenir. Le principe de la non-rétroactivité est ainsi proclamé par cette Constitution. La partie civile a passé cela sous silence. Je poursuis, Monsieur le Président. La loi fixe les règles concernant. J'ai lu la détermination des infractions. La loi fixe les règles concernant la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres des juridictions et le statut des magistrats. Monsieur le Président, dans la Constitution, la même Constitution, il est écrit qu'un traité, une convention, dès sa ratification, et disons après sa ratification, dès sa promulgation, a une autorité supérieure sur les lois nationales. Mais le législateur, à travers l'article 59, vous dit que cela n'est pas suffisant. Lorsqu'il s'agit d'une infraction, par exemple, qui fait l'objet d'un traité, d'une convention, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, intervienne. Il faudrait que l'Assemblée, Monsieur le Président, détermine les infractions. Il faudrait que l'Assemblée nationale, à travers une loi, Monsieur le Président, définisse les peines applicables. Ça, c'est une évidence. Mais la partie civile
ne vous le dit pas. Le législateur a fait cela parce qu'il est conscient que la seule ratification ou la seule publication au journal officiel ne suffisent pas pour que l'application d'un traité, d'une convention soit effective. Il faut en plus que ces traités ou cette convention, en tout cas, si il concerne une infraction, que l'Assemblée nationale intervienne. C'est le cas, Monsieur le Président, en ce qui concerne les actes uniformes OHADA, prévoyant des incriminations, mais qui ont confié aux États, parce que le droit de punir est intimement lié à la souveraineté des États, qui ont confié aux États le droit de prévoir des sanctions applicables à ces infractions. Et c'est ce qui fut fait. La Guinée a ratifié le traité OHADA. Ce n'est que combien d'années plus tard, les juridictions guinéennes ont commencé à examiner les infractions prévues par ces traités OHADA. Il a fallu l'entrée en vigueur de l'actuel code pénal, le code pénal du 26 octobre 2016, qui prévoit des sanctions applicables aux incriminations prévues par les différents actes uniformes. Monsieur le Président, il en est de même pour ce qui est d'une convention, et quelle que soit la convention. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, c'est même la position du législateur guinéen, du législateur de notre code de procédure pénale. Je vais vous en donner une preuve très éloquente. Cette preuve n'est rien d'autre que l'article 762 du Code de procédure pénale. L'article 762 du Code de procédure pénale dispose clairement: peut être poursuivi et jugé par les juridictions guinéennes toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998 et ratifiée par la Guinée le 14 juillet 2003. Si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis, ou si cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. Monsieur le Président, vous voyez, le législateur même, le législateur guinéen lui-même, à travers l'article 762 de notre Code de procédure pénale, dit clairement que celui qui a une résidence habituelle en République de Guinée, que si celui-ci se rend coupable d'une infraction en dehors du territoire national, qu'il peut être justiciable de nos juridictions, à condition qu'il soit établi que l'infraction pour laquelle il doit être poursuivi, que premièrement, cette convention, cette infraction est d'abord punie par l'État où il a commis, ce qui signifie que le législateur guinéen exige une réciprocité d'incrimination. Ça veut dire que le législateur guinéen ne se contente pas de la seule signature de la Convention pour réprimer. Au nom du principe de la compétence universelle,
C'est vrai, il y a la convention, mais il faut qu'il soit établi que l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise et que les juridictions guinéennes veulent connaître, que cet État est intégré dans sa loi interne le traité de Rome. Mais pourquoi nous voudrions qu'au nom du principe de la réciprocité d'incrimination, que ce soit un État tiers qui ait prévu ça comme condition d'application du traité et qu'on refuse que ce soit le même lorsqu'on voudrait que des infractions commises sur le territoire national fassent l'objet de poursuites. Monsieur le Président, c'est tranché, le législateur l'a tranché. Ça veut dire que la Convention seule ne suffit pas. En plus de la Convention, il faut une loi. Il faut une loi. Et la question qui se pose est de savoir est-ce qu'à cette date, il existait une loi nationale, une loi adoptée par l'Assemblée, une loi promulguée par le président de la République, une loi publiée au journal officiel de la République. Monsieur le Président, la réponse c'est non. C'est pourquoi vous constaterez l'absence de toute loi applicable à ces faits au moment de leur commission. Et par conséquent, vous retiendrez qu'aucune qualification pénale n'est possible sur la base de ces faits. Et l'article 6 est très éloquent et en application donc de l'article 6, Monsieur le Président, de notre Code de procédure pénale, qui prévoit clairement que sont seuls punissables les faits conçus d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. En application de ces dispositions, vous relèverez que les faits de crimes contre l'humanité, que les faits de responsabilité de commandement des chefs militaires ne peuvent recevoir aucune qualification. Monsieur le Président, pour terminer, le quatrième et le dernier élément de notre intervention porte bien entendu sur la non-rétroactivité des dispositions du Code pénal du 26 octobre 2016 en ces dispositions relatives aux crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement des chefs militaires. Monsieur le Président, vous comprendrez que ces principes qui signifient que la loi n'a pas vocation à s'appliquer, à régir des faits antérieurs à son entrée en vigueur, vous comprendrez que cette règle, qui est un principe sacro-saint, cette règle qui constitue la clé de voûte de la protection déjà même de tous les citoyens, Monsieur le Président, vous comprendrez que cette règle ne permet pas, pour quelque raison que ce soit, que l'on fasse appliquer une loi à des situations antérieures. J'ai rappelé tout à l'heure l'article 59 de la Constitution du 23 décembre 1990. Et vous avez aussi la Constitution de 2010. Alors, toutes ces lois, et même le Code pénal, s'accordent à consacrer que la loi pénale n'a point d'effet rétroactif. La loi, elle est faite pour l'avenir. Monsieur le Président,
nous avons fait état des jurisprudences constantes qui confirment ce que je viens de dire. La règle de la non-rétroactivité s'impose au juge répressif et celui-ci ne peut, en se fondant sur une loi nouvelle, réprimer des actes qui n'étaient pas punis au moment où ils étaient moins sévèrement par la loi en vigueur au moment de leur commission. Monsieur le Président, vous avez des jurisprudences qui suivent. Criminel, 22 mars 1987. Bulletin 88, criminel 12 mars 1984. Bulletin 100, 25 octobre 1984. Il s'agit là des principes intangibles quand même en droit pénal. Des principes qui restent figés, quel que soit le temps. Monsieur le Président, c'est vrai que ces principes connaissent des exceptions. Lorsqu'on parle de la non-rétroactivité de la loi pénale, c'est le principe. Et pour parler des exceptions, nous savons qu'il y a lieu de faire la distinction entre les lois pénales de forme et les lois pénales de fond. Les lois pénales de forme ne nous concernent pas ici. Ce sont des lois qui se rapportent à la compétence, à la procédure, à la prescription. Ces lois ne nous concernent pas dans cette affaire. Mais il y a de l'autre côté les lois pénales de fond. Ce sont des lois qui se rapportent à l'incrimination et à la sanction applicable. Ces lois-là, Monsieur le Président, le principe, c'est la non-rétroactivité. Ces lois ne peuvent rétroagir, Monsieur le Président, que si elles sont plus douces. Ces lois ne peuvent rétroagir que si elles ont été déclarées rétroactives. Ces lois ne peuvent rétroagir, Monsieur le Président, que si elles sont interprétatives. La question qui se pose est de savoir, est-ce que le code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère? Est-ce que le code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère? C'est à cette question que vous devez répondre. Monsieur le Président, cette loi, elle est une loi sévère. Elle est une loi sévère. Et la doctrine, et la jurisprudence, et le droit positif guinéen, Monsieur le Président, sont unanimes qu'une loi pénale sévère ne rétroagit pas. Une loi pénale sévère. Une loi pénale sévère est une loi pénale qui est défavorable à la personne poursuivie. En termes très clairs, très simples. Une loi pénale plus douce est une loi pénale qui est favorable à la personne poursuivie. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt de la personne poursuivie que ce principe est institué. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, par rapport à la non-rétroactivité de la loi pénale sévère, je vous ai proposé beaucoup d'éléments doctrinaux, beaucoup d'éléments jurisprudentiels que vous pourriez parcourir à la lecture des écritures que nous avons déposées. Mais, Monsieur le Président, je voudrais que
qu'il vous plaise de relever avec moi que la doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent sévère, et c'est d'ailleurs la position du législateur guinéen. Je vais vous donner tout à l'heure lecture du texte applicable en la matière. Une loi qui crée une nouvelle incrimination ne rétroagit pas. Elle est une loi sévère. Une loi qui crée une nouvelle infraction. La question est de savoir, est-ce qu'avant le 26 octobre 2016, les faits de crimes contre l'humanité, les faits de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires, est-ce que ces faits-là étaient érigés au rang d'infraction dans la loi pénale guinéenne? Non, Monsieur le Président. Avant ces codes, ces faits n'étaient pas des infractions. Ces faits n'étaient pas répréhensibles. Jusqu'à cette date, ces faits n'étaient pas punissables. Monsieur le Président, sur la question, permettez-moi de vous donner lecture d'un éminent juriste, d'un éminent avocat, d'un éminent professeur de droit criminel, auteur de plusieurs ouvrages de droit pénal et de procédure pénale, qui, dans son précis de droit criminel, 15e édition, s'est prononcé sur la question. Il s'agit de son autorité, Jean-René Garot, Monsieur le Président. Il a écrit ceci. Si la loi nouvelle imprime un caractère délictueux à des faits jusque-là impunis ou frappe des peines plus graves, des faits déjà punissables, la loi nouvelle n'est pas applicable aux faits accomplis avant l'époque où elle est devenue exécutoire. Monsieur le Président, nous mettons en défi le ministère public, les partis civils, de nous sortir un quelconque texte de loi qui prévoyait, avant le 26 octobre 2016, des faits de crimes contre l'humanité, des faits de responsabilité pénale du commandement. Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Il ne peut pas le sortir. Et pour terminer, le législateur guinéen est très clair. Il consacre textuellement la non-rétroactivité de la loi pénale sévère, Monsieur le Président. Ça, cette fois-ci, je ne suis pas en train de parler de la doctrine avec ses interprétations. Je ne suis pas en train de parler de la jurisprudence avec ses revirements. Mais cette fois-ci, je suis en plein dans la loi pénale guinéenne qui ne laisse aucune chance au ministère public, qui ne laisse aucune chance aux partis civils de faire prospérer la question de requalification qui est posée, Monsieur le Président. Qu'est-ce que l'article 5 nous dit en son dernier alinéa? La loi qui rend un fait punissable, la loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a point de fait rétroactif. La loi qui rend un fait punissable, la loi qui rend un fait punissable n'a point de fait rétroactif. Mais ce n'est pas réglé, Monsieur le Président. La loi qui rend un fait punissable, le code du 26 octobre 2016, c'est ce code qui rend punissable les faits de crimes contre l'humanité. C'est ce code qui rend punissable, Monsieur le Président, les faits de commandement, de responsabilité de commandement des chefs militaires. Est-ce que ce code peut-il rétroagir? À moins qu'on ne viole les dispositions de l'article 5, dernier alinéa, Monsieur le Président. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, que les dispositions des articles
194, 195, 196, 197, 198 et 199 du Code pénal du 26 octobre 2016, prévoyant et punissant les faits de crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires qui n'étaient pas punissables à la date du 28 septembre 2009 et les jours suivants, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de ces codes, constitue une nouvelle loi pénale sévère qui n'a pas vocation à rétroagir. C'est pourquoi vous vous éloignerez de l'interprétation erronée, inexacte du ministère public qui, Monsieur le Président, se fonde sur une seule infraction, l'assassinat. Il dit l'assassinat sous l'ancien code était puni de mort, sous l'actuel code de la réclusion criminelle à perpétuité. Et que ce faisant, l'actuel code serait favorable. Alors, ça, c'est un raisonnement trop facile. Monsieur le Président, nous vous demandons d'appliquer l'article 5, dernier alinéa de notre code pénal, qui ne permet pas à un texte de loi qui vient rendre punissable un fait jusque-là impuni. Là, Monsieur le Président, ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous rejetterez la qualification, la réqualification demandée par le ministère public sur le fondement de la rétroactivité de la loi nouvelle, parce que cette loi nouvelle, elle est sévère, et en ramenant, alors, dans les débats des faits dont vous n'êtes pas saisi, le ministère public, Monsieur le Président, est passé à côté. C'est pourquoi, nom de la défense du commandant Aboubakar Diakité Ditomba, nous vous demandons respectueusement de rejeter la réqualification des faits requises par le ministère public et sollicitée par une partie des partis civils, Mamadou Boboba et autres comme mal fondés, et ordonner, Monsieur le Président, la continuation des débats en l'état. Le tout en faisant application des articles 5, 6 du Code pénal, 405 et 408 du Code de procédure pénale. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez dit le droit, Monsieur le Président. En le faisant, Messieurs les assesseurs, vous aurez dit le droit. Nous ne sommes pas en train de demander le droit. Nous sommes en train de demander l'application des règles rigoureuses, des saines règles de notre droit pénal. Monsieur le Président, certes aujourd'hui, vous êtes en train de juger, mais ce procès aussi, en raison de sa médiatisation à outrance, vous aussi, vous êtes jugés aussi bien ici qu'au-delà de nos frontières. Monsieur le Président, comme l'un de mes prédécesseurs le disait, Maître Pépé Antoine, je voudrais à sa suite dire qu'à travers ce procès, nous serons, si nous sommes dans un procès juste et équitable. Je vous remercie.